Bienvenue sur Capital Santé. Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes toujours au Rwanda et nous allons recevoir le docteur Martin Nyando. Bonjour docteur. Bonjour Madame Louise. Comment allez-vous? Ça va très bien vous? Très bien. Merci. C'est toujours un plaisir d'être au Rwanda et de rencontrer des acteurs de terrain comme vous. C'est un plaisir partagé. Merci. Et merci pour la visite. Merci encore. Ouais. Alors, vous êtes chirurgien général, professeur agrégé de chirurgie et consultant senior à l'Université du Rwanda, et également chef de division clinique au CHUK, dans le centre hospitalier universitaire de Kigali où nous sommes. Docteur, qu'est-ce que la chirurgie générale? Merci beaucoup pour la question. En fait, la chirurgie générale, c'est une branche de la médecine, effectivement, qui concerne les diagnostics et les traitements de plusieurs affections, mais spécialement les affections qui sont traitées la plupart des fois par des procédures chirurgicales. Et c'est général parce que c'est un peu général par rapport au terme français, parce que c'est venu de l'anglais. Mais en français, c'est beaucoup plus la chirurgie abdominale et digestive. Mais dans la nomenclature anglophone, et donc ça va concerner beaucoup plus les pathologies de l'abdomen, effectivement, les types digestifs et tout ce qui est tous les viscères abdominaux, mais aussi tous les tissus mous, et y compris aussi les glandes endocriniennes, notamment la thyroïde, les seins, mais aussi la chirurgie générale s'occupera de la traumatologie, de l'abdomen et du thorax. Voilà en bref la chirurgie générale. Et combien d'années d'études il faut faire en plus des études de médecine? Combien d'années d'études il faut pour être chirurgien général? Alors ça dépend des écoles, mais en ce qui concerne la faculté de médecine de l'Université du Rwanda. Après la médecine générale, qui est de 6 ans, et il faut encore faire 4 ans de chirurgie pour être chirurgien général. Alors, donc après ces 4 années supplémentaires, on devient chirurgien général. Et quand intervient le chirurgien général? Alors, le chirurgien général intervient, comme j'ai dit, dans toutes ces pathologies qui concernent beaucoup plus un traitement chirurgical. Et donc, quand il y a un patient qui vient à l'hôpital et qu'il y a une suspicion d'une pathologie qui nécessiterait une intervention chirurgicale, et là, le chirurgien pourra intervenir. Et dans la plupart des fois, les patients peuvent passer soit par la médecine interne ou carrément passer par les urgences, mais aussi il y a des patients déjà sélectionnés et qui viennent directement en chirurgie parce que la pathologie est claire et que ça va nécessiter une intervention chirurgicale. D'accord. Et donc, dans ce parcours de soins, quand un patient a une pathologie qui nécessite la chirurgie, donc on le réfère au chirurgien. Et maintenant, quel est le rôle en ce moment-là? Le chirurgien commence par quoi? Alors, le chirurgien, le premier rôle, il doit d'abord, effectivement, comme tout médecin, examiner les patients et poser les diagnostics. Alors, quand le diagnostic est posé après beaucoup d'examens ou des tests pour confirmer le diagnostic, la première chose, c'est que le chirurgien doit rassurer les malades. Et lui rassurer et aussi lui parler de son problème, de sa maladie et discuter avec lui la prise en charge qui sera chirurgicale effectivement et pourquoi pas
toute la suite opératoire et post-opératoire par rapport à sa pathologie. Voilà, ça c'est le rôle du chirurgien et la grande partie sera cette intervention, mais aussi le suivi post-opératoire pour que le patient soit rassuré qu'il est guéri de sa maladie. Donc on peut dire qu'à cette phase, le chirurgien, avant même l'opération, joue un peu un rôle de psychologue. Ah, bien sûr, tout à fait, hein, parce que le chirurgien, il doit franchement discuter avec les patients, les convaincre, l'expliquer et les rassurer. Sinon, tu sais que la population, surtout la population africaine, quand on dit tu es malade et tu dois être opéré, là, ça devient un problème, ça devient un choc. Et donc, le chirurgien a un grand rôle de convaincre les patients et de les rassurer. Et quelles sont les qualités qu'un chirurgien doit avoir? Ah oui, à mon avis, je pense qu'un chirurgien doit être d'abord honnête. Honnête de lui-même et honnête par rapport à son patient. Et le chirurgien doit être un bon communicateur parce qu'il faut communiquer avec les patients. Et puis, il faut aimer son patient parce que si tu n'aimes pas les patients, d'abord, la carrière est très difficile, c'est très dur. S'il faut faire des nuits pour opérer et puis après pour surveiller les patients, ça demande une endurance et donc le chirurgien doit être aussi patient et il doit aimer son malade pour qu'ils puissent ensemble travailler à ce que le patient retrouve sa santé et son état normal. Et c'est vraiment merveilleux parce qu'en même temps, vous êtes chef de division clinique et votre mission au sein du CHUK, votre mission principale est de coordonner toutes les activités cliniques. Donc en tant que chirurgien, vous êtes vraiment à la bonne place. Tout à fait. Alors quels sont les objectifs de cette coordination et les moyens que vous utilisez pour atteindre ces objectifs? Alors, en tant que chef de division clinique à l'hôpital, je suis chargé de la coordination de toutes les activités cliniques. Et donc, les objectifs principaux de ma mission, c'est d'abord organiser à ce que les patients qui arrivent à notre hôpital soient bien accueillis et qui reçoivent des soins de qualité. Et aussi, pour y arriver, il faut qu'on crée un environnement, en tout cas confortable au personnel, surtout aux médecins et infirmiers et les paramédicaux, en fait, qu'ils puissent travailler dans une ambiance et qui les favorise ou qui les permette à bien donner ces soins de qualité aux patients. Et donc, vous voulez m'expliquer que si je suis malade demain, que je viens au CHUK et que je suis mal reçu, même à l'entrée de l'hôpital, je peux venir me plaindre auprès de vous? Tout à fait, parce Comment que... vous retrouvez? Voilà, nous, en fait, comme tout ce qui entre à l'hôpital, la plupart des fois, ça vient pour les soins, sauf des parties administratives qui peuvent être associées aux maladies et consorts. Et tout ça, ça revient sous ma responsabilité parce que je dois me rassurer que tout est en bonne marche. Et si une fois vous avez des difficultés à la porte, et vous pouvez me joindre au téléphone. Nos téléphones au Rwanda, en tout cas, ce n'est pas seulement mon téléphone ou seulement à l'hôpital. C'est vraiment une habitude du gouvernement. Tous les téléphones sont affichés sur les portes des services. Et donc, vous pouvez accéder facilement à mon téléphone et me parler du problème. Et tout de suite, on intervient pour résoudre ce problème. Donc, vous êtes vraiment dans la démarche d'apaiser les patients qui arrivent par rapport à toutes les questions. Nous devons nous rassurer que les patients qui viennent ici soient bien accueillis et bien soignés, parce qu'ils viennent avec les problèmes de maladie, accompagnés de stress. Et donc, il ne faut pas que
le personnel médical ou l'hôpital ajoute encore un stress sur le stress qui existe déjà à cause de la maladie. C'est vraiment très très bien. Et comment vous évaluez l'impact de votre mission? Alors, évaluer l'impact de la mission, c'est d'abord effectivement la satisfaction des patients, parce que c'est ça la mission principale. Si les patients ne sont pas satisfaits, donc il y a un problème et nous devons chercher tous les moyens à ce que nos patients soient satisfaits. Et dans ce sens, il y a dans beaucoup de départements, il y a, on fait des études pour essayer de voir la satisfaction des patients. Mais aussi chaque année au niveau de l'hôpital, on fait une surveille pour voir la satisfaction générale de tous les patients et qui sont passés à l'hôpital. Mais aussi par rapport aux médecins et personnel médical. Comme j'ai dit, ils doivent être dans une ambiance confortable et favorable. Et nous avons aussi entamé une sorte de surveille pour essayer de voir si franchement eux aussi sont satisfaits par rapport au milieu du travail. Mais tout ça, on peut le faire une fois par an, mais on le fait régulièrement en passant dans les services, discuter avec les médecins, discuter avec les infirmières et les paramédicaux pour essayer de comprendre leurs problèmes et leurs challenges au niveau du département, afin qu'on puisse intervenir immédiatement avant que ça ne soit pas trop tard. Voilà. Donc c'est vraiment une démarche à chaque étape de voir comment toujours mieux faire, donner de l'excellence à tous les niveaux. Tout à fait. On a aussi un mécanisme de communication, moi avec mes directeurs cliniques, et où on communique régulièrement par rapport à la situation de l'hôpital. Et on a ce qu'on appelle Short SMS Situation Report, c'est-à-dire on envoie les messages les matins et les soirs pour essayer de montrer ce qui s'est passé à l'hôpital, que ce soit un événement inhabituel, mauvais ou bon. Et là, on pourra savoir comment intervenir immédiatement s'il y a à corriger. Voilà. Et les directeurs, ils ont la même chose avec leurs chefs de département au sein de tous les services. Et donc, quotidiennement, on communique et on résout les problèmes tout au long de la journée. Parce qu'on ne peut pas attendre, l'hôpital ne va pas attendre une semaine pour corriger une situation qui n'est pas correcte. Voilà. Donc c'est vraiment une démarche où tout le monde se sent partie prenante, tout le monde se sent concerné pour toujours très bien faire. Voilà, tout à fait. Ça, c'est une politique du gouvernement aussi, parce que il y a la rentabilité de chacun et chacun doit répondre à ses responsabilités, et donc il doit veiller à ce qu'il soit responsable par rapport à tout ce qui se passe à l'hôpital, et surtout par rapport aux malades et toutes les personnes qui passent à l'hôpital. C'est juste merveilleux. Alors, vous êtes aussi coordonnateur opérationnel du programme MIS ici au Rwanda. Le programme MIS, c'est Minimal Invasive Surgery, la chirurgie mini-invasive. En quoi consiste cette coordination et que faut-il faire pour suivre la formation MIS? Alors, la formation MIS, qui est un programme de chirurgie mini-invasive qui a commencé en 2018. C'est une formation qui consiste à donner aux chirurgiens gynécologues les compétences pour répondre aux besoins de la population par rapport à la nouvelle technologie. Parce que, au fait, on s'est rendu compte que tout au long des années qui sont passées, les programmes de l'université à la faculté de médecine des chirurgiens gynécologues ne contenaient pas cette partie de la laparoscopie chirurgicale.
Et on s'est dit, mais on ne va pas rester derrière. Le monde évolue et le Rwanda, comme vous le savez, il est toujours au top pour chercher de donner un bon service à sa population. On s'est dit, pourquoi pas ne pas faire comme dans les pays développés. Et voilà, on a commencé le programme avec nos partenaires belges pour essayer de recycler tous les médecins chirurgiens qui ont fini, essayer de les mettre au point par rapport à cette technologie. Et on a commencé ce programme avec 10 candidats, chirurgiens, urologues et gynécologues. Et après une année, on a ajouté 15 candidats. Donc on a 25 candidats qui sont dans le programme. Et comme le Rwanda veut toujours améliorer les choses, nous avons pu développer un curriculum pour que ce programme soit un programme universitaire et diplômant. Parce que là, on va donner le diplôme à ces gens, et un diplôme professionnel qui va leur aider à être confidents de ce qu'ils ont appris. Et comme ça, ils peuvent utiliser ces diplômes, que ce soit dans leur pratique courante ou s'ils veulent aussi enseigner cette pratique, qu'ils aient quand même un document officiel qui montre qu'ils ont appris quelque chose. Voilà. Et donc, pour être dans ce programme, il suffit de s'inscrire dans le programme à l'Université du Rwanda. Et les portes sont ouvertes, que ce soit pour les Rwandais ou les étrangers, parce qu'il y a des places réservées aux étrangers. Et c'est là pour attirer nos frères africains à venir se faire former au Rwanda, parce que nous savons que la plupart des pays africains ont les mêmes problèmes que les Rwandais, notamment dans la formation des chirurgiens par rapport à cette nouvelle technologie. Et donc, c'est une opportunité pour eux aussi de venir, en fait qu'ils puissent se faire former et aller former leurs compatriotes et donner un service de qualité à nos populations africaines. Et voilà. Donc, c'est vraiment ce côté panafricain du Rwanda. Tout à fait. Ça, c'est vraiment le côté panafricain, parce que le Rwanda, comme vous le savez très bien, il veut être un centre d'excellence de beaucoup de choses, notamment de la médecine, pour essayer de faire le tourisme médical. Et le Rwanda vraiment s'est investi beaucoup dans ça. Et à part la chirurgie mini-invasive, il y a d'autres spécialités qui sont en train de se développer au pays pour essayer d'avoir un paquet maximal de services de qualité en ce qui concerne la médecine et toutes les spécialités qui existent, en fait d'attirer tous les touristes et tous les pays africains, nos frères africains, soit à venir se soigner au Rwanda, venir étudier au Rwanda, et pourquoi pas ne pas venir visiter le Rwanda et être sûr que quand on est au Rwanda, on visite le Rwanda et qu'on tombe malade, on peut être soigné correctement, comme si on était dans un pays développé ou un pays européen. Voilà, c'est ça l'objectif et je pense qu'on va y arriver. Et il y a beaucoup de dangers qui sont mis en marche pour que ça soit une réalité avec la vision du président de 2020-2030 et puis 2020-2050. Voilà. En tout cas, au nom de beaucoup d'Africains qui nous écoutent, alors, en leur nom, je dis merci au président rwandais, merci au peuple rwandais. C'est un plaisir. Parce que c'est vraiment rassurant de savoir que juste à côté de nous, on peut trouver des solutions à certains de nos problèmes qu'on a portés. On travaille pour nos frères, on travaille pour l'Afrique, et donc on doit y arriver. Alors, pouvez-vous nous dire ce qui a changé dans la prise en charge des patients depuis que ce programme a démarré en 2018 ? Voilà, la prise en charge d'abord est devenue standardisée parce qu'au fait,
comme un hôpital universitaire, opérer un patient de son abdomen en ouvrant son abdomen pendant qu'on pouvait faire et utiliser cette technologie n'était pas d'une part correcte pour nous, mais aussi n'était pas bien pour les malades, parce que les malades à qui on ouvre un ventre, il va faire 7 jours à l'hôpital s'il n'y a pas de complications. Mais s'il y a des complications, vous comprendrez que ça va continuer à allonger son séjour à l'hôpital. Et ça, franchement, l'amélioration, c'est parce qu'il y a diminution complète des complications, parce que la laparoscopie, les complications sont minimes par rapport à la chirurgie ouverte. Il y a la douleur qui est vraiment minime. Il y a les pertes sanguines qui peuvent entraîner d'autres complications post-opératoires, sont minimes. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est que les patients quittent l'hôpital le lendemain ou 2 jours après, et 1 semaine après, il peut reprendre ses activités. Et ça, c'est un profit économique énorme. Si quelqu'un a été opéré et 2 semaines après, il est retourné à son travail habituel, pendant qu'avant, on pouvait donner jusqu'à un congé de 1 mois et allonger jusqu'à 3 mois selon les cas. Et donc, ça, c'est un gain très important, que ce soit pour la personne, la famille, mais aussi pour l'employeur et le gouvernement en général. Et le gouvernement. Vous comprenez qu'il y a un grand changement et franchement, ce que je peux dire, c'est que même la population, les gens, quand ils viennent se faire opérer à l'hôpital, ils te posent la question. Maintenant, ils te disent, est-ce que vous allez m'opérer par la télévision? Parce qu'ils voient l'écran, ils disent, bon, ils opèrent sur l'écran. Et lui, il dit, bon, je connais quelqu'un qui a été opéré comme ça et c'était bien. Et moi, je veux ça. Et il refuse d'être opéré par une chirurgie ouverte. C'est bien. Mais oui, ça c'est vraiment un retour de terrain. C'est une évolution de la mentalité, parce que en Afrique, avant, si quelqu'un ne voit pas qu'il a une cicatrice, donc il n'a pas été opéré. Et maintenant, il se réveille le matin et dit, bon, vous m'avez opéré? Oui, on vous a opéré. Et il n'y a pas de cicatrice, juste des petites incisions qui vont guérir dans 5 jours, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une révolution pour l'Afrique. Tout à fait. Alors, combien de spécialistes ont été formés et dans quel domaine depuis 2018? Tant des Rwandais que des étrangers, puisque vous avez dit que vous avez ce programme. Quand on a commencé en 2018, on a recruté 10 candidats, dont 4 gynécologues, 1 urologue et 5 chirurgiens généraux. Et tous, c'était des Rwandais, parce que le programme a commencé, c'était purement rwandais. Et on a dit quand même, comme on a cette vision de l'Afrique, du panafricanisme, il faut quand même ouvrir les portes. Et donc, dans l'appel à la candidature pour la cohorte qui a suivi, de 15 personnes, on a quand même des étrangers. Il y a un Congolais de Congo-Kinshasa et il y a un Ougandais. Et ils sont dans le programme. Et donc, je pense que c'est une opportunité pour tout le monde. Et maintenant, on s'est dit, on va continuer à ouvrir les portes pour tout le monde et on invite nos frères africains, partout où ils sont, de prendre cet avantage, cette opportunité de venir se faire former ici. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui organisent des formations de chirurgie mini-invasive de ce modèle. Et donc, c'est une opportunité énorme et nous, on est ouverts pour ça et je pense que il faut que les gens en profitent. En tout cas,
Je crois qu'ils vont l'entendre. Tout à fait. Et vous serez débordé d'appels de jeunes médecins africains qui sortent de fac Oui. et qui veulent se spécialiser, et surtout en chirurgie mini-invasive. Ils sont les bienvenus. Hein? Ils vont être dans les bonnes mains. C'est merveilleux. Oui. Alors, quel est l'apport de la formation des candidats Miss in situ? Alors, l'apport des candidats Miss, c'est qu'actuellement, voilà, il y a 24 candidats et on est en train de les former pour former les autres. Et comme c'est dans un hôpital universitaire, et tous ces candidats, ils viennent dans différents hôpitaux universitaires, hôpitaux de référence, il y a des chirurgiens en formation, il y a les étudiants en médecine. Et donc, ces candidats, quand ils seront formés, ils vont nous aider à former les autres. Et pendant la formation, déjà, ils encadrent les autres étudiants, les jeunes résidents et les jeunes étudiants. Voilà, je pense que c'est très important et ça va changer la façon de formation, ça va changer la façon de prise en charge des patients. Parce que déjà, si les patients commencent à réclamer d'être opérés en utilisant la chirurgie mini-invasive et que ces candidats qui ont déjà été formés, qui sont en formation, deviennent de plus en plus autonomes et donc ils vont donner les services de qualité à des malades. Et il y a surtout cet aspect où, jusqu'à maintenant, certains pays africains envoyaient leurs chirurgiens en formation à l'étranger. Tout à fait, tout à fait. Et franchement, ça, c'est aussi un aspect très, très, très important parce que, vous voyez, quand on forme localement, il y a beaucoup d'avantages par rapport à former les gens à l'extérieur. Alors, les premiers avantages, c'est que les ressources qu'on a restent sur place pour aider nos malades, mais aussi pour aider nos étudiants à être formés. Et un deuxième avantage, c'est que ces gens qui sont formés localement, ils sont à l'aise dans leurs conditions normales de travail. Les malades, leurs propres malades qu'ils connaissent et qu'ils suivent tous les jours. Et relation de confiance. Voilà. Et ça leur donne l'aptitude rapide à prendre la main opératoire. Mais si ils vont en Europe ou ailleurs, dans les pays développés, c'est très compliqué parce que là, ils sont comme des observateurs. Les lois ont tellement changé là-bas qu'ils ne peuvent pas opérer, se sentir à l'aise et apprendre comme il faut. Et donc, c'est vraiment un avantage pour nous parce que non seulement ils sont formés ici, mais aussi avec les programmes, on appelle les gens de l'Europe qui viennent sur place. Ils forment nos candidats sur place. Et ça, c'est très important parce qu'ils sont formés dans un terrain qu'ils maîtrisent, sur les pathologies qu'ils maîtrisent et sur les malades qu'ils maîtrisent. Et c'est un grand avantage parce que dans les 2 années qui passent, je dis la plupart des candidats sont devenus autonomes. Nous, on est juste derrière en train de les superviser. Donc, vous leur donnez l'occasion, voilà, l'occasion de faire. toucher le malade, d'opérer le malade. Si c'était en Europe, c'est pratiquement impossible. Impossible. Et si ça devient possible, c'est un cas sur 20 ou sur 50 cas où il peut le faire. Et ça demande que son superviseur direct soit vraiment très, très sûr de ce qu'il est en train de faire. Voilà, c'est vraiment un grand avantage. C'est pourquoi nous, cette formule locale nous aide beaucoup et on pense que c'est un bon modèle. Mais surtout que même en termes de coûts, envoyer un médecin en France pour une spécialisation en chirurgie mini-invasive
il y a tout... C'est énorme. C'est C'est énorme. énorme parce que, au fait, prenez un exemple de 24 candidats. On ne peut pas se permettre de financer 24 candidats en Europe. Absolument. Mais ici, ça ne coûte rien du tout. Les candidats sont dans leur travail, et ils sont payés comme des chirurgiens ou des gynécologues. Et nous, on invite les formateurs de l'Europe qui viennent compléter former, votre... et ils complètent ce qu'on a fait, ce qu'on a commencé. Voilà. Ça, c'est un grand avantage. Je pense que c'est un modèle que tous les pays africains devraient adopter et ne pas penser qu'aller en Europe, les candidats profiteront beaucoup plus qu'être formés localement. Ce qu'il faut faire seulement, c'est être vraiment strict, avoir une organisation très, très, très correcte et un suivi par rapport au programme et aux objectifs qu'on s'est donnés. Et encore une fois, ce que j'ai constaté, c'est que vous, ici, au Rwanda, ceux qui se sont formés même dans d'autres pays, vous leur donnez l'occasion aussi de venir comme formateurs pour les nouveaux apprenants. Ça, c'est la coopération Sud-Sud. Et donc, par exemple, on a une coopération très, très, très liée avec le Cameroun, où nos frères camerounais, que ce soit du Cameroun ou de l'Europe, ils viennent nous aider. Et ils sont parmi les promoteurs du programme. Et donc, ça, c'est très important parce que on s'est dit, si quelqu'un il sait faire des choses qui viennent du Cameroun ou de l'Europe, il n'y a pas de différence. Ce qui est différent, c'est ce qu'on a comme un paquet technique à utiliser et en fait que les gens puissent, les candidats puissent se former correctement. Tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une telle formation apporte qu'on ne retrouve pas ailleurs? Alors, peut-être je vais répéter la même chose. Ça apporte cette confiance en soi pour les candidats et qu'il est en train d'être formé sur place et dans des conditions qu'il maîtrise correctement. Dans son environnement culturel. Alors, deuxième chose, c'est par rapport aux malades. En fait, c'est une technique que je dirais nouvelle en Afrique, qui vient de faire des années en Europe, où les pays africains, la plupart n'ont pas encore adopté cette technique, par faute, je dirais, des financements qui est toujours difficile, la volonté et tout consort. Mais moi, je vous dis qu'avec le Rwanda, cette volonté est là. Parce que la volonté politique du gouvernement pour améliorer tous les secteurs est là. Et ça nous permet, ça rend la vie très facile à ce qu'on puisse organiser de telles formations. Alors, les financements, je l'ai dit que le Rwanda est en train de chercher à être une plaque tournante au niveau de l'Afrique en ce qui concerne la médecine et le tourisme médical. Et donc, le gouvernement s'est investi dans tous les domaines médicaux pour arriver à cet objectif. Donc, moi, je pense que les pays africains devraient venir et regarder un peu, et pourquoi pas copier, parce que c'est pas compliqué. Et les matériels sont déjà chers et les consommables, mais on les dépense quand on envoie les malades à l'étranger pour se faire soigner. Et chaque année, on ne se rend pas compte que l'argent qui sort pour aller faire soigner les malades à l'étranger peut faire un programme comme ça et le faire correctement. Voilà, nous, on a déjà pensé à ça et le gouvernement nous a donné ces champs pour qu'on puisse travailler
là-dessus. Et voilà, la formation marche bien. On pense que ça va continuer. Et on invite nos frères africains à le faire ou à venir. Et comme ça, on travaille ensemble. Voilà. Alors, pensez-vous que le modèle de formation du programme Miss contribuera dans un bref avenir à ce que le Rwanda se démarque des autres pays africains et atteigne la moyenne mondiale du nombre de médecins pour 10 000 habitants? Oui, dans un sens où la formation Miss, c'est d'abord les soins de qualité, parce que dès le départ, le programme est conçu tel que ce sont les chirurgiens, les gynécologues déjà diplômés et formés qu'on recrute pour essayer d'améliorer, de rajouter les compétences par rapport à cette technique. Et donc, le nombre ne va pas s'ajouter par rapport à la moyenne mondiale des médecins par habitant, mais je dirais que parmi les choses qu'on cherche par rapport à un nombre, c'est d'abord la qualité. Et donc, nous, on est là, la qualité, on cherche la qualité, mais bien sûr, il y a d'autres domaines où le gouvernement a déjà un plan pour essayer d'augmenter le nombre de médecins, d'augmenter le nombre d'infirmières, d'augmenter le nombre de paramédicales, pour essayer d'atteindre cet objectif de l'OMS par rapport à la moyenne des médecins par 1000 habitants. Et donc, il y a des projets pour ça, et c'est sûr qu'on va y arriver, mais en ce qui concerne le MIS, c'est beaucoup plus la qualité des soins qu'on veut donner à nos patients, comme étant un facteur très important pour juger la qualité de vie de la population. Tout à fait. Surtout qu'avec une bonne qualité de soins, on va augmenter l'espérance de vie. Tout à fait. Donc, de toutes les façons, on est gagnant. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Alors, quel message pouvez-vous adresser aux médecins rwandais et africains en ce qui concerne la formation et surtout la spécialisation des médecins en Afrique? Alors, le message, c'est que d'abord, la médecine est un métier ou une science qui a l'objectif principal, c'est aider les gens et les patients. Et je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas couverts par manque de médecins. Je dis les besoins de soins. Et donc, j'appelle les jeunes Rwandais africains d'abord à se battre pour faire la médecine, en fait qu'on puisse combler ces gaps qui est là par rapport au nombre de médecins par habitant, que ce soit au Rwanda, que ce soit en Afrique. Alors, en ce qui concerne les spécialités de la chirurgie, quand on arrive en chirurgie, ça devient encore très compliqué parce que les gens n'aiment pas. C'est un métier qui est stressant, mais je peux les rassurer que c'est un métier bien. Quand on l'aime, on aime son patient parce que les résultats sont palpables. Et donc, vous opérez un patient et vous voyez directement que le patient est bien rétabli et c'est vraiment une satisfaction énorme. Et donc, un médecin avec le cœur d'aider devrait penser à ce qu'il fasse la chirurgie pour essayer d'être satisfait au maximum quand il fait de bonnes interventions et surtout en donnant les soins aux patients. Et donc, d'une façon générale, c'est ça, les Africains, c'est comme les Rwandais. On les invite franchement à venir mettre ensemble pour essayer d'aider la population africaine à répondre à tous ces besoins médicaux
qui n'ont pas de réponse jusque-là par manque de médecins. Alors, est-ce que je peux me permettre d'ajouter à ce que vous avez dit pour les encourager? Parce que le chirurgien, c'est vrai, on a souvent peur du chirurgien. On s'est fait une idée de ce qu'est de la chirurgie parce que c'était à ventre ouvert. Ouais, ouais. Et le ventre ouvert, émotionnellement, ça peut... Voilà. Ouais, voilà. Et Ok, la technologie vous aide. Si on va dans ce sens de technologie, effectivement, il reste toujours des chirurgies où on sera obligé d'ouvrir. Oui. Ça, c'est normal. Par exemple, comme en Europe, je pense qu'ils sont à 80% de chirurgie abdominale où ils peuvent faire par chirurgie mini-invasive. Et nous voulons y arriver aussi en tant qu'Africains, en tant que Rwandais. Et effectivement, si quelqu'un avait peur de la chirurgie parce qu'il voyait les gens ouvrir le ventre, la chirurgie mini-invasive devient une opportunité parce qu'il n'y aura plus ce genre de grosses chirurgies avec des grosses plaies qui font peur et que quelqu'un peut dire non, je ne vais pas faire la chirurgie, ça c'est difficile, je vais faire autre chose. Voilà, c'est une façon et c'est élégant quand on est en train d'opérer avec la laparoscopie. On est à l'aise, on n'a pas beaucoup de stress, il n'y a pas de sang. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être encourageant pour attirer les gens à faire la chirurgie. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Et je précise aux téléspectateurs que le docteur Martin, il est aussi professeur agrégé à l'Université du Rwanda, faculté de médecine. Donc, il vous invite tous à vous former. Vous pouvez prendre contact avec lui, comme il a dit ouvertement. Donc, la balle est dans votre camp. Jeunes Africains, formez-vous à la médecine, formez-vous à la chirurgie et à la chirurgie mini-invasive. Merci beaucoup. À très bientôt.